Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être ici, mais je ne vais pas continuer maintenant parce que ça prend du temps. J'ai travaillé sur cette communication avec Jean-Claude Domanger, qui peut être là. Voilà. En fait, on a constaté en travaillant avec les membres du Réciproque, et Valérie le dit très bien dans une de ses publications, dans son article Penser la professionnalisation comme une mise en mouvement des communicateurs, qu'un certain nombre de sujets étaient étudiés, les évolutions des segments, les secteurs d'activité particuliers, la communication interne, Vincent, la communication managériale, Valérie, Bertrand Parent, la communication publique des administrations, enfin voilà, vous êtes tous là, vous travaillez sur ce sujet de la professionnalisation des communicateurs. Mais on s'est aperçu que dans ces champs, en tout cas en France et en Belgique, puisque je sais que Marc-David travaille sur le sujet des directeurs de la communication, en France et en Belgique, ça faisait un certain temps qu'il n'y avait pas eu d'études scientifiques sur ce sujet, sur cette fonction. Est-ce qu'on peut la qualifier de métier, de fonction? Les DIRCOM, eux, disent que c'est une fonction de directeur de la communication ou DIRCOM. Ce terme de DIRCOM, il a été, en fait, il est apparu dans l'ouvrage de Liliane Missika en 1995, et c'est à cette période-là, donc on peut évaluer ça à peu près 10-15 ans après, je dirais l'avènement du métier de DIRCOM, le moment où la fonction s'est vraiment développée dans les entreprises, qu'il y a eu un certain nombre de recherches entre 93 et 95 avec Maurice Tixier, Liliane Missika, les DIRCOM, un métier en voie de professionnalisation, et Jacques Walter, directeur de communication, les avatars d'un modèle professionnel. Mais depuis ces ouvrages, le sujet de la construction professionnelle du directeur de la communication n'a pas vraiment suscité d'engouement scientifique. Qu'est-ce que c'est un DIRCOM? Donc ce terme de DIRCOM, c'est l'acronyme, on le retrouve répandu. Alors est-ce qu'il est utilisé au Canada? En tout cas en France et en Belgique, c'est un terme qui est extrêmement utilisé. Et il a été déposé, c'est une marque déposée, qui a été déposée en 1987 par le magazine L'Expression d'entreprise. Là, on voit que c'est quand même le début. Ces DIRCOM commencent à construire, je dirais, les choses de leur profession. C'est déjà une mise en mots. Donc, il y a deux axes pour moi qui participent de la professionnalisation et qui m'intéressent particulièrement. D'abord, la formation des directeurs de communication. Quelles sont leurs connaissances? Quel est leur socle de connaissances? On verra que la majorité de ceux que j'ai interviewés, enfin, beaucoup de ceux que j'ai interviewés, il y a aussi des questions d'âge, n'ont pas fait de formation en sciences de l'information et de la communication. Et puis, la deuxième chose, c'est la reconnaissance de la fonction. Si je vous faisais avancer le PowerPoint, ça serait peut-être mieux pour vous. Voilà. Donc la reconnaissance de la fonction, effectivement, le titre, le positionnement au sein d'un comité de direction, et quand on participe à des événements avec un certain nombre de DIRCOM, le sujet qui revient de manière systématique, c'est la participation ou pas au comité de direction. Ça, c'est vraiment le sujet qui revient et qui participe de la reconnaissance, mais on va le voir, ce n'est pas uniquement une question de reconnaissance que de participer à ce comité de direction. Alors, la méthodologie. Donc, cette communication est basée à la fois sur un retour réflexif, puisque j'ai exercé cette fonction pendant quelques années, mais également sur l'analyse d'interviews. Et c'est là justement où Jean-Claude Domanger m'a quand même aidé à prendre le recul nécessaire pour avoir une approche compréhensive et pour pouvoir travailler les données de ces interviews sans moi me projeter trop et avoir le recul nécessaire. Et en même temps, ça m'a permis, cette connaissance du métier m'a permis d'aller creuser et d'aller voir, parce qu'il se raconte, vous allez voir tout à l'heure, dans la manière dont il se raconte, il n'y a jamais de faille. C'est un discours extrêmement lisse. Donc c'est un discours extrêmement travaillé. Et donc le fait que je connaisse le métier m'a permis plus facilement de rentrer dans ces failles. Alors j'ai interviewé à ce stade une dizaine de DIRCOM en France et en Belgique.
uniquement des grosses entreprises. Tous faisaient plus ou moins officiellement partie d'un comité de direction. Et j'étais partie sur le fait qu'il y avait 2 tranches d'âge à interroger, des plus anciens 50-70 qui n'avaient pas ou peu de formation universitaire en cycle à l'époque, et des plus jeunes 35-45. Il s'est avéré que pour le moment, à ce stade de mon étude, qui est une étude préliminaire, c'est une étude préliminaire qualitative, il va y avoir une autre étude quantitative, mais Marc et Dany vous en ont parlé ce matin, dans le cadre d'un partenariat avec le Canada et puis le réciproque. Et il y aura une autre partie d'études qualitatives, une fois qu'on aura de nouveau, donc ça c'est une étude préliminaire. Et donc, à ce stade, ces tranches d'âge n'ont pas été révélatrices, et il y a peu aussi, en France et en Belgique, de DIRCOM de 30-35 ans dans des groupes, dans des grands groupes. Donc forcément, mon échantillon, j'en ai eu interviewé un qui avait cet âge-là, donc on ne peut pas, voilà. C'est pas du tout révélateur. La notion d'atypie, je l'ai traitée sous 2 angles. L'atypie de la formation, et puis l'atypie aussi des métiers. Et donc c'est là où effectivement j'ai eu des militaires, Jean-Jacques qui a été secrétaire de direction et puis DIRCOM d'une centrale nucléaire, Benoît il a fait du droit, j'ai eu des gens qui ont fait des études d'ingénieurs, donc pas mal de choses comme ça. Et en entreprise, il y a COFAS, Cervère, le groupe de l'Aise, la police fédérale. Donc voilà. Alors, 4 points issus de l'analyse de ces entretiens ont retenu mon intérêt. La première chose, c'est qu'effectivement, quand ils se racontent, les DIRCOM se mettent en scène. Alors effectivement, certains sont porte-parole, donc ils ont l'habitude du discours, ils ont l'habitude de cette construction de discours, mais je dirais qu'ils ont l'habitude de ce lissage. Et là, même en face à face avec quelqu'un qui était leur père, et même en disant on se parle entre nous, voilà, il y a quand même ce discours, et on voit qu'ils mettent en scène leur récit. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, au-delà de l'atypie, il se dégage clairement un modèle de DIRCOM. Un modèle qui est basé, non pas sur des savoir-faire, mais sur une personnalité. Et ça, on le retrouve vraiment de manière assez forte. La troisième chose, c'est que la reconnaissance passe par la relation qu'ils entretiennent avec leur direction générale. Et ça, c'est vraiment un binôme. Et tous, on voit que ceux qui ont monté, ceux qui ont fait carrière, ceux qui se sont développés, c'est vraiment le binôme, directeur de la communication et directeur général. Et puis, on va évoquer le fait que, pour moi, en termes de professionnalisation, la fonction est vraiment s'appuie sur des pratiques prudentielles, comme les a théorisées Champy, et comme Patrice Delabroise également les reprend dans ses travaux sur la professionnalisation des communicateurs. Alors déjà, effectivement, c'est une vocation, et donc comme je vous l'ai dit, la mise en mots d'un récit de vie très linéaire. Et là où j'ai commencé à avoir des données, c'est quand je leur ai dit mais oui, mais d'accord, donc là déjà dans les récits de vie, ils ne parlaient pas de leur titre. Donc j'étais obligée de leur dire, alors que je leur avais bien dit, ce qui m'intéresse c'est l'évolution du titre, c'est l'évolution... et ça c'est compliqué. Oui, mais alors là j'étais responsable, mais en fait j'avais des fonctions de DIRCOM, mais j'avais le titre de responsable ou de secrétaire. D'accord, ok, mais là tu étais au CODIR. Non, mais j'étais secrétaire du CODIR. D'accord, mais j'étais au CODIR. Voilà. Pour vous donner des exemples, moi j'ai vécu des choses, enfin c'est pas moi, mais une de mes amies, elle était au CODIR, mais elle n'avait pas les plateaux repas. Voilà. Donc il y avait... Donc c'est vraiment en creusant cette relation avec le directeur général, et beaucoup m'ont dit, c'est par ce directeur général que je me suis professionnalisée et que j'ai construit mon parcours, et d'autres me disent aussi, et ils expliquent aussi généralement les changements de fonction, puisque ce discours il est très linéaire. Quand ils ont changé de fonction, c'est parce qu'il n'y avait plus d'intérêt, hein, c'est parce qu'on voulait apprendre autre chose. Ou qu'on s'ennuyait. Et en fait, on s'aperçoit en creusant un peu, c'est généralement au moment où le directeur général est parti.
et qu'il y a eu un autre directeur général qui avait moins d'appétence pour la communication. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment un parcours, un binôme. Pour moi, le DIRCOM, c'est vraiment un binôme. Et il y a donc un modèle, une figure du DIRCOM qui transparaît à travers les entretiens. Et ce modèle, il se base... Alors, il me parle très très peu, on n'a quasiment pas parlé, enfin, même en posant des questions... en fait, ils n'évoquent pas la question des pratiques et des savoir-faire. D'accord. La question des pratiques et des savoir-faire n'est pas un sujet. Ça, oui. C'est pas un sujet et ils vous parlent plus de leur manière d'être. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. Et vous voyez, j'ai entendu, c'est la personnalité qui compte dans notre fonction. Donc la passion, la curiosité, tous qu'ils soient fils, chez tous, voilà, on retrouve une passion pour leur métier et ils sont arrivés, je me suis perdue, non, voilà, tous une très grande connaissance de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est des hommes et c'est des femmes de réseau. Tous m'ont parlé de l'entreprise avec une certaine simplicité. Ils connaissent aussi bien la base que l'entreprise de A à Z. Ils connaissent leur secteur par cœur, qu'ils soient arrivés, qu'ils soient natifs, comme le dit Missika, ou qu'ils soient arrivés après. C'est leur connaissance du secteur, de leur écosystème, des hommes de l'entreprise qui font que, en fait, ils partagent ça avec le DG et c'est vraiment des caractéristiques qui se basent sur la personnalité et des savoir-être plus que des savoir-faire. Alors, ils sont plusieurs à m'avoir dit, effectivement, on a l'oreille du directeur général et ça c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup, c'est cette notion de fou du roi. Alors fou du roi, pas dans le bon sens du terme, c'est effectivement l'oreille, la personne qui a l'oreille. Voilà, vous avez un certain nombre de citations. Et alors pourquoi? Et ça induit aussi une relation particulière avec le comité de direction, parce qu'il a accès à l'agenda, il y a la proximité. Donc la légitimité du DIRCOM, elle passe par la relation avec ce DG, son rôle de conseiller, où il donne un avis, de poil à gratter. Donc au-delà de la marque de reconnaissance, le sujet de la présence aux instances de direction, c'est vraiment le fait que l'information peut être recueillie et qu'on peut parler des orientations stratégiques et le DIRCOM peut intervenir en amont pour prévenir les décisions en termes de communication. Donc, pour lui, ils se disent engagés et ça c'est vraiment important et c'est en ça, dans ce DIRCOM qui choisit des décisions où il évalue, je dirais, en permanence le risque d'image, le risque de réputation, en interne, en externe. Alors, ils ne prononcent pas le mot d'éthique, ils prononcent le mot d'engagé. Ils se disent vraiment engagés. Et que je fais le lien avec les pratiques prudentielles de Champy. Donc, ces pratiques prudentielles, effectivement, pour Champy, c'est le fait d'être confronté à des problèmes, à des sujets qui ne peuvent pas avoir un traitement scientifique au terme des sciences dures, mais qui doivent faire appel à une certaine réflexion et à des choix qui sont liés à la notion de prudence. Or, effectivement, quand on regarde là, les incertitudes dues à la singularité, à la complexité des cas à traiter obligent à faire des paris au cours du travail, effectivement, la vie d'un DIRCOM, que ce soit en situation de crise ou en situation ou d'habitude, ça va être de faire un pari par rapport à la société, par rapport à la réputation de l'entreprise, par rapport à en interne ou en externe, et par rapport aussi, et là peut-être qu'on peut évoquer le terme de ventriloquie, mais j'en suis pas sûre, c'est une hypothèse, par rapport à son directeur général. Est-ce qu'il y a une ventriloquie qui comme Corinne nous l'a expliqué, qui va se créer entre ce DIRCOM et ce directeur général? On voit vraiment des binômes. Moi je sais que j'ai travaillé avec le binôme Jacques-Emmanuel Saunier et Anne Lauvergeon au moment de la création d'Areva. Et vraiment, ils ont changé l'appréhension du nucléaire et l'image, et c'est un vrai binôme. Voilà, et donc, ces DIRCOM, ils revendiquent, alors ils l'expriment évidemment pas en termes de pratique prudentielle, mais ils revendiquent cette responsabilité en leur nom, en celui de leur directeur général, et par rapport à leur engagement à eux. Et puis ils sont de plus, ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils sont de plus en plus visibles.
au sein de la société. Ces derniers temps, les DIRCOM ont quand même été un peu malmenés par la presse, et ils cherchent à se protéger, en tout cas, ils cherchent à dire, oui, nous, on est responsables. Alors c'est une image un peu idyllique, hein, je vous parle, voilà, c'est leur discours à eux, mais en tout cas, ils insistent beaucoup sur leur engagement sociétal, ce qu'ils apportent pour nuancer justement un directeur général. Donc vous voyez, c'est pas par la reconnaissance que j'ai besoin d'être au board, mais pour l'influence et le réseau. Alors, en conclusion, pour discuter, moi je dirais que l'ATP ne se dessine pas dans les formations, mais dans ses personnalités de DIRCOM. Elles sont effectivement, c'est des personnalités. Est-ce qu'elles sont atypiques? Mais en tout cas, il y a clairement une personnalité du DIRCOM. C'est aussi par ce rôle impertinent qu'il va jouer auprès du directeur général, qui va à la fois être reconnu par les autres directeurs, et en même temps, il va se différencier, il est celui qui donne un regard extérieur en interne. Et ça me semble quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement intéressant à continuer d'aller creuser. Et donc c'est ce qui va renforcer cette dimension stratégique de la fusion. Et donc à partir de là, quelles seraient, et peut-on recenser les pratiques prudentielles des DIRCOM en termes éthiques, juridiques et économiques? Voilà une ouverture sur laquelle je vais travailler, je pense, avec vous et avec Patrice Delabroise, en tout cas, avec Jean-Claude Demange. Et pour finir, même si j'ai pris du recul, mes discussions avec tous ces DIRCOM, je me reconnais assez bien dans cette figure. Voilà. Merci.